Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les 6 nouveaux ambassadeurs nommés ont été reçus par le chef de l'État Patrice Talon. À la fin de l'audience, le porte-voix Joseph Aronzo s'est prononcé. Le 7e congrès des Lions et Léo du district 403 à 4 s'est tenu ce jeudi. Les objectifs de cette rencontre ont été dévoilés par le gouverneur Donat Marcel Sagouran. Attaque meurtrière dans le nord Bénin, la France rend hommage aux 54 soldats tombés au front. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, le chef de l'État Patrice Talon a reçu en audience ce jour les 6 nouveaux ambassadeurs nommés au terme de ce rendez-vous. Le porte-parole Joseph Aronzo s'est prononcé pour plus de précision. Je vous invite à suivre cet élément. Nous venons de sortir de l'audience avec le président de la République. Mes collègues et moi-même, mes collègues qui sont nommés aux États-Unis, au Qatar, en Chine, en Inde et au Maroc, comme moi-même, et au Koweït. Nous avons reçu du président de la République les instructions qui nous sont nécessaires pour le bon accomplissement de notre mission. Et le chef de l'État, le président de la République, que nous représentons en premier lieu dans nos juridictions, nous a donné des orientations très claires et précises par rapport à la mission de représentation républicaine qui est la nôtre. Il s'agit de faire en sorte que le Bénin soit promu dans la scène internationale sur tous ses aspects. Aspects culturels, économiques, aspects politiques, aspects éducatifs, aspects touristiques. Il nous revient de faire en sorte que l'image du Bénin soit défendue à l'extérieur où nous représentons le pays. En retour, nous avons pris l'engagement de faire en sorte que nous soyons des ambassadeurs qui honorent le Bénin à tous égards. Et ça, nous ferons en sorte également que toutes les préoccupations de nos communautés soient les centres d'attention dans le cadre de la mission qui nous est confiée. Le Lions Club International a procédé ce jeudi 24 avril 2025 au lancement officiel du 7e congrès des Lions et Léo du district 403 à 4. Ce grand rassemblement a pour thème Mission 1.5, défi accepté pour laisser notre empreinte. L'objectif principal est d'évaluer le parcours du club pour plus de performances. Le gouverneur Donat Marcel Sagouran a dévoilé les objectifs de cette rencontre. Il est au micro de Nasserine Fatoumbi, Francis Fahmi. Nous voici réunis pour évaluer notre action, nous projeter vers l'avenir et poser les jalons d'une relève éclairée. Le mandat que j'ai eu l'honneur de conduire avec vous touche à son terme. Je regarde de loin le secrétaire de Tisserie n'est peut-être pas d'accord. Je suis le trésorier de Tisserie parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et
Même si la passation effective interviendra à la fin du mois de juin, l'heure est venue de faire mémoire, de saluer l'élan collectif et de préparer la continuité. Chers amis, dès le début de ce mandat, j'ai pris un engagement clair: servir avec sincérité, constance et dans un esprit d'équipe renforcé. Ce pari, nous l'avons tenu ensemble. Club vivant, district mobilisé, jeunesse dynamique, partenariat consolidé. Nous avons touché des milliers de vies à travers des actions de santé, d'éducation, d'environnement, de lutte contre la faim, de soutien aux couches vulnérables. Notre engagement s'est nourri de la sérénité dans nos rapports, de l'écoute mutuelle et d'une foi partagée dans la grandeur du service. Ces assises ont été marquées par la présence de plusieurs personnalités politiques, notamment le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, qui a profité de l'occasion pour féliciter le Lions Club International pour ses actions. On le suit pour plus de précisions. Nous sommes contents et fiers de ce que vous faites pour le secteur de la santé. Vous avez parlé de bilan. Et quand je parle du bilan, j'ai dans mon rétroviseur les nombreuses actions qui ont été posées par nos amis Lions au niveau du secteur. En témoigne encore la banque d'insuline Mikia Papa et de multiples dons d'équipements, notamment à l'hôpital des hommes de Savert, à le CHUD Ouémé, pour ne citer que ceux-là, et d'autres ambulances également, on rappelle bien, comme un mandat pour la gestion des urgences. C'est vous dire quoi? C'est vous dire que vous mettez l'humain au cœur de vos actions. Vous mettez la solidarité, l'altruisme au cœur de vos actions. Et ça ne peut que aller de pair avec la santé. Et c'est ce qui justifie ma présence avec vous cet après-midi. Le mot d'ouverture a déjà été prononcé. Je suis venu vous dire avec mon cœur combien je suis avec vous et combien je suis fier et heureux de ce que vous faites pour le secteur de la santé. Une semaine après les attaques terroristes qui ont coûté la vie à 54 militaires béninois dans le parc W, l'ambassade de France près le Bénin a exprimé sa solidarité avec le peuple béninois. Dans un message publié ce jeudi, elle a salué la mémoire des soldats et a réaffirmé son engagement aux côtés du Bénin dans la lutte contre le terrorisme. L'institution diplomatique a fermement condamné par la même occasion ces actes de violence et a exprimé ses condoléances aux familles éplorées ainsi qu'à toute la nation béninoise. Le président du CES, Conrad Gbagidi, a reçu en audience ce jeudi matin l'ambassadrice de la France près le Bénin. C'était une visite de courtoisie, de prise de contact et d'échange. Au micro de Quentin Amoussou et Nasserine Fatoumbi, Nadège Chouat fait le point de leurs échanges. C'est une visite de courtoisie avec le président du Conseil économique et social qui a pris ses fonctions à la fin du mois de février. C'était important pour moi de venir le rencontrer pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous le savez, le Conseil économique et social a eu une nouvelle loi organique en juillet dernier et donc de comprendre le périmètre un petit peu d'action du Conseil économique et social et bien évidemment la vision du nouveau président. Concrètement, c'était de comprendre un peu le fonctionnement de ce CES. J'ignorais par exemple que désormais il y avait une compétence territoriale dans chacun des 12 départements du Bénin et donc de comprendre aussi la vision, savoir comment la mission d'être au contact des populations, de comprendre les attentes et besoins des populations du Bénin, comment ça allait concrètement se faire
par la compétence du Conseil économique et social. Et donc c'était important de voir cette nouvelle approche. Là-dessus, j'ai compris que le Bénin était un peu un modèle en matière de vision d'un Conseil économique et social, justement dans ce lien étroit avec les populations, faire un travail d'explication, mais essayer aussi d'avoir une approche innovante par une approche tournée vers les solutions concrètes dans le secteur économique et dans le secteur social. Donc ça, c'était le premier point, de bien comprendre cette vision, ces modes de faire de ce Conseil économique et social. Dans un deuxième temps, nous avons échangé aussi sur l'action de la France au Bénin, de l'équipe France, que ce soit le groupe, l'Agence française de développement, le service économique, mais également Expertise France, qui intervient sur différents secteurs, donc de pouvoir présenter et d'échanger sur les secteurs de coopération de la France au Bénin et de voir comment, sur ces secteurs, le Conseil économique et social pouvait faire partie intégrante de nos actions, et je pense notamment au secteur de la formation professionnelle, mais également sur l'entrepreneuriat, et donc de voir comment on pouvait désormais dans les projets, dans les financements de l'équipe France, faire en sorte que le Conseil économique et social soit partie intégrante de ces projets. Concrètement, ce n'est que le début d'une longue histoire, nous allons nous revoir avec le groupe AFD pour essayer de voir comment justement nous pouvons intégrer le Conseil économique et social. Également pouvoir voir dans le cadre d'une approche plus européenne, la Team Europe au Bénin. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans une approche partenariale et de converger pour trouver des solutions auprès des populations. Nous avons également abordé le nord du Bénin qui comme vous le savez, attire, je dirais, toute l'attention des autorités, mais également de la communauté internationale. Et j'ai pu à cette occasion présenter les différents projets que nous menons au nord Bénin, que ce soit avec les collectivités locales, mais également avec des acteurs de la société civile. Voilà. Donc, tour complet. Bien évidemment, nous avons parlé aussi des partenariats et du partenariat avec le CESE en France. Et il se trouve que le président du CES était la semaine dernière à Paris. Et donc, il a pu nous partager un petit peu les axes évoqués de futures collaborations, coopérations. Donc voilà, un entretien très riche. Et ce n'est que le début d'une longue histoire de coopération dans une approche partenariale. Après sa rencontre avec Nadège Chouat, le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, a reçu une délégation de la GIZ Bénin. Après une heure d'échange, Samson Kougbadi, conseiller technique politique pour la promotion des petites et moyennes entreprises au sein du projet Pro-PME de la GIZ Bénin, fait le point de leurs échanges, toujours au micro de Nasserine Fatoumbi, Quentin Amoussou. Après la brillante élection à la tête de la haute institution, il était de bon temps que la GIZ, en l'occurrence le cluster d'appui à la compétitivité et à la transformation de l'économie, représenté par 3 projets, puisse venir rendre visite au président du Conseil économique et social pour, en guise donc de visite de courtoisie et de présentation de tout ce que nous faisons au niveau de la GIZ de façon large et de façon spécifique au niveau de ce cluster-là. Faire savoir ce que nous faisons et recevoir aussi quelques conseils, quelques orientations du président de l'institution. Voilà ce que nous avons dit de façon très très résumée. Le cluster d'appui à la compétitivité et à la transformation de l'économie regroupe en fait 3 projets. Le projet de promotion de la formation professionnelle, le projet de promotion des petites et moyennes entreprises et le projet de promotion du financement agricole. Nous avons donc apporté plusieurs détails sur l'ensemble de ces projets, les zones de couverture et autres. Donc le président a émis un certain nombre de questions, un certain nombre aussi de recommandations. Et les échanges ont été très très fructueux et nous pensons que
Et à la suite de cette audience, nous avons retenu 4 chantiers. Au nombre de ces chantiers-là, en premier lieu, c'est d'abord une cartographie des interventions de la GIZ de façon large que nous allons pouvoir présenter au CES pour que le CES, avec les institutions aussi au niveau régional, puissent voir comment nous allons pouvoir interagir en parfaite intelligence. Autre chose, on a un chantier sur l'économie sociale et solidaire. Des travaux sont en cours. Le président a recommandé que nous puissions planifier très rapidement les événements que nous sommes en train de vouloir organiser. Il a manifesté son désir, sa volonté d'y contribuer sérieusement pour l'atteinte de ces objectifs. Le cadre de concertation de l'opposition a organisé une conférence de presse mardi 22 avril 2025 au siège du parti Les Démocrates à Cotonou. Cette rencontre avait pour but de dénoncer la défense du code électoral par le député Orden Aladati, président de la commission des lois, et de réclamer aussi la relecture de cette loi afin de garantir des élections générales libres, transparentes et crédibles en 2026. Selon la déclaration lue par Jean-Luc Dossou-Dossa, porte-voix du cadre de concertation, le député a tenté de justifier les réformes politiques opérées sous la rupture, notamment la réforme du système partisan, le code électoral en vigueur, lequel apparaît comme un danger pour notre vivre ensemble. Ses opposants insistent sur le code électoral qui est, selon eux, le plus urgent avec l'approche des élections générales. Jean-Luc Dossa, porte-parole du cadre de concertation, a exprimé fermement la position de l'opposition sur ce sujet. Il a également rappelé que le code électoral adopté dans la nuit du mars 2024 a suscité de vives critiques de la part du clergé catholique, des confessions religieuses, de la société civile ainsi que des partis politiques de l'opposition réunis au sein du cadre de concertation. Autre point de contestation, la liste électorale figée dès novembre 2025. Selon le cadre, les électeurs qui auront le droit de voter entre novembre 2025 et avril 2026 ne pourront pas accomplir leur devoir de citoyen. Cela est injuste et doit être corrigé, a insisté M. Dossou-Dossa. Pour conclure, le cadre de concertation appelle à la relecture du code électoral pour garantir la paix, le vivre ensemble, car le Bénin est au-dessus de nous tous et nous devons le préserver. Autre information, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, sera dans les rues le 1er mai prochain. Dans un communiqué en date du 22 avril 2025, signé de son secrétaire général Naini Kassa Mompo, l'organisation syndicale invite les travailleurs, les jeunes et les femmes à prendre part à une marche de commémoration de la journée du 1er mai, fête du travail à Cotonou et dans les départements du Bénin. À l'occasion, la CSTB entend dénoncer, entre autres, le blocage de tous les agents de la fonction publique à l'échelon 11, le blocage des cadres organiques au niveau des ministères de la loi sur l'embauche, les difficultés des producteurs de soja, d'acajou et de coton, les difficultés des femmes, des marchés et des transporteurs, le chômage endémique des jeunes, les conditions exécrables des étudiants dans les amphithéâtres, le manque d'enseignement et de matériel, le manque d'enseignants, et de matériel didactique. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona, a fait le bilan de réformes entreprises dans le secteur de l'énergie depuis 2016. C'était au cours de l'émission réédition de compte PAG 2021-2026. Un entretien télévisé co-animé par les confrères William Tchoki de Béné TV et Honoré Naoum de Radio Cotonou. On suit ensemble pour plus de précisions. Il y a eu d'abord la création de la société béninoise de production électrique, et qui s'occupe rôle clé de sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique, exclusivement. Donc ça ne se mélange pas. Maintenant, l'intégration réussie du Bénin, le Bénin s'est inscrit dans un marché régional
de l'électricité. L'objectif est double, créer une synergie d'action entre les pays de la sous-région, mais aussi réduire le coût de l'électricité. Ce marché régional est confié à une institution qui a pour siège au Bénin et qui se trouve à Bomey-Calavi. Donc, de là, la capacité de la production énergétique est passée de 0 MW à 182 MW et détaillé comme suit. Les 127 que je vous ai annoncés et que Maria Gleta produit désormais. Et puis, il y a des centrales qui ont été également construites à Koubé, avec une capacité de 25 MW, et la SBDE qui avait une capacité de 30 MW. Lorsqu'on met tout ça ensemble, on a 187 MW d'énergie disponible pour faire face à la demande. Mais il n'y a pas que ça, il y a des travaux qui sont en cours pour renforcer. Parce que cette capacité nous place à 50% de dépendance par rapport à l'importation. Nous importons également du Nigeria pour 300 MW et du Ghana, ce sont des contrats fermes, et du Ghana de 100 MW. Mis ensemble, le Bénin demeure à l'heure actuelle à peu près à 50% dépendant de l'extérieur. Donc, la politique du gouvernement est de travailler à ce que cette dépendance se réduise à travers la construction des centrales solaires de 25 MW à Ilulofin. L'achèvement est prévu pour décembre 2025. Il y a aussi la construction d'une centrale solaire, Forsun, avec une capacité de 25 MW également. Il y a des perspectives. Il y a des projets en perspective. Ouais. On peut retenir le projet IPP 50. C'est la production par le secteur privé. D'accord. Oui, ça, la production par le secteur privé. Et qui prévoit la construction de 4 centrales. Les 4 centrales seront reparties un peu partout sur le territoire national, à Boycon pour 15 MW, à Parakou pour 15 MW également, à Djougou et à Natitengu pour chacun 10 MW qui seront construits pour venir renforcer. Le processus de signature de la convention est très avancé entre ce privé et l'État béninois dans le cadre de ce projet. Il est prévu également la construction d'une centrale solaire de 75 MW à Kandi. En dehors de tout ça, vous savez que le Bénin a innové dans la mise en place de la zone franche industrielle à Glodjigbe. Et cette zone franche, l'ambition du gouvernement, c'est de rendre cette zone de façon totalement indépendante au plan de l'énergie. On parle toujours du secteur de l'énergie. Voici un élément réalisé par la présidence de la République qui retrace les réformes opérées dans les réformes entreprises dans ce secteur. 2016, c'était à peine 6 000 lampadaires solaires et seulement 17 000 sur les réseaux conventionnels. Aujourd'hui et dès 2023 déjà, c'en est à plus de 130 000, sans parler des formidables perspectives en lien avec l'exécution en cours des projets routiers futuristes à valeur ajoutée inouïe sur l'éclairage public, auquel, toujours plus loin, s'ajoutent les attentes du projet Lumière du Bénin qui, lui, d'ici 2026, ambitionne 100 000 lampadaires additifs. Plus qu'un saut à pas de géant dans l'avenir donc, l'éclairage public des villes et campagnes du Bénin, en seulement 8 petites années du président Patrice Talon au gouvernail du bateau Bénin, revêt plutôt l'allure d'une révolution énergétique. Qui, pour oublier déjà le souvenir encore fumant des affres perpétuelles du délestage électrique qui, jusqu'en 2016, sévissait partout dans les ménages et les officines, à cause précisément de l'introuvable capacité propre de la production nationale, et ce, malgré, entre autres investissements aventureux, dont le pays s'était fait coutumier, les 40 milliards honteusement dilapidés pour la fameuse centrale fantomatique de Maria Gleta, du seul fait de l'irresponsabilité d'antan au sommet de l'État. De fait, du strict néant, 0 MW en 2016, la production énergétique propre cumule, rien qu'en 2023 déjà, à 182 MW.
en plus des 400 autres. Et ce n'est pas tout. Parallèlement, le développement exceptionnel actuel du réseau national de transport et de distribution quasi nul avant 2016 fit le reste et rend désormais disponible et sans discontinuer l'électricité dans les 77 communes en République du Bénin. Pour en arriver au record inédit actuel dans la conquête de l'autonomie énergétique nourrie par le grand rêve présidentiel de Patrice Talon pour son pays, il a fallu nécessairement passer par de lourds travaux, toujours en cours de modernisation d'un réseau vétuste qui, depuis plus de 50 ans, n'a fait l'objet d'aucun renforcement ni de suivi sérieux. Ce qui, en l'espèce, malgré un tel avantage comparatif, incomparable et sans exemple jusqu'ici, ne va pas toujours sans de menues perturbations, ici et là, dans la fourniture de l'électricité. Pour cause, la plupart du temps, des coupures programmées dans le cadre de ces travaux en exécution partout sur le territoire national jusqu'en 2025. À part ça, tout dans le meilleur des mondes possibles paraît plutôt bien à sa place. De l'énergie, on parle de l'Assemblée nationale. À présent, le rapport d'activité du président du Parlement, Louis Vlavonou, couvrant la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, sera examiné vendredi 25 avril à 10h au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Les députés ont été convoqués à cette séance plénière par un communiqué daté du 22 avril dernier. Dans le cadre de la mobilité africaine, le Bénin est le pays le plus ouvert en Afrique. Le passeport béninois permet l'accès sans visa préalable à 35 pays sur le continent, un chiffre qui le hisse au premier rang en Afrique. Cette politique a été adoptée par la diplomatie béninoise sous l'impulsion du chef de l'État, Patrice Talon, et vise à renforcer, à faciliter les échanges entre pays en levant les barrières préjudiciables à l'intégration sur le continent. Le Bénin est donc l'un des rares pays d'Afrique à avoir supprimé la nécessité de visa pour les détenteurs de passeports africains avant l'entrée sur son territoire en 2017. Cette initiative a été suivie par la Gambie en 2019, le Rwanda en 2023 et enfin le Ghana en 2025. Actualité hors de nos frontières, à présent un important lot de pièces archéologiques, principalement issues de l'époque romaine, a été officiellement restitué à la Tunisie lundi dernier par l'Université de Géorgie aux États-Unis. Il faut préciser qu'il s'agit notamment de 11 795 pièces conservées depuis plus de 3 décennies hors de leur pays d'origine et elles étaient censées être temporairement prêtées dans le cadre de projets de coopération scientifique. On parle toujours d'actualité hors de nos frontières. À présent, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné ce jeudi 24 avril la France pour avoir échoué à protéger 3 mineurs qui dénoncèrent des viols. La Cour considère que dans chacune des 3 requêtes, les autorités d'enquête et les juridictions internes ont failli à protéger de manière adéquate les requérantes qui dénonçaient des actes de viol alors qu'elles n'étaient âgées que de 13, 14, 16 ans au moment des faits, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Pour terminer avec les actualités hors de nos frontières, la start-up chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle DeepSeek a reconnu auprès des autorités sud-coréennes avoir transmis des données de ses utilisateurs à une société chinoise sans leur consentement, indiqué ce jeudi 24 avril l'autorité de régulation de Séoul. La Corée du Sud fait partie des pays qui ont exprimé des inquiétudes sur la protection de la vie privée ou leur sécurité nationale depuis le lancement tonitruant en début d'année de ce chatbot développé à bas coût et moins gourmand en ressources. La commission sud-coréenne chargée de la protection des données personnelles avait retiré mi-février 2025 DeepSeek des boutiques d'applications locales, le temps d'étudier la manière dont la société gère les données de ses utilisateurs. Sur cette information, nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.